Avant de commencer l'essentiel de mon intervention, je voudrais donner deux précisions. Comme le document qui a été présenté est un document historique, il faut retenir que les assises nationales de la refondation avaient demandé une durée de transition de 6 mois à 5 ans. C'est à l'issue d'une réunion présidée par le président de la transition, à laquelle nous avons participé, et le comité d'organisation des assises, du rapport présenté par le président de la commission, après des échanges que le président a retenu 5 ans avec l'accord des autres. Sinon, les assises même avaient demandé 10 ans. Et les 5 ans dans notre entendement, c'était une base de négociation. Et séance sénante, le président a désigné les membres de la délégation malienne qui ont été faire le tour des pays de la CEDEAO. Il s'agissait du ministre de l'administration territoriale, de Madame le ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles et des envoyés de la Commission nationale d'organisation des assises nationales. C'était bien que je donne cette précision. Ensuite, certainement, beaucoup se demandent mais pourquoi il est en tenue militaire? Parce que certains m'ont demandé de mettre des tenues traditionnelles. J'aurais dit que je vais vous faire une surprise plus importante. La tenue que je porte aujourd'hui, je l'ai gardée pour l'histoire. Lorsque les assises et la CEDEAO a pris ses sanctions, le dimanche 9 janvier 2022, un conseil des ministres extraordinaire a été convoqué le lundi 10 janvier. Et c'est la première fois que je suis allé à ce conseil des ministres extraordinaires en tenue militaire. C'était un signe à l'intention de la CEDEAO. Ce jour-là, pour la petite histoire, quand je suis venu rencontrer le président de la transition, il m'a dit, mais où est le Premier ministre? J'ai dit, mais il est là, le soldat de deuxième classe, derrière le colonel. On a rigolé, on est allé. C'est pour vous dire pourquoi je porte cette tenue, je vais la garder pour l'histoire. C'est la même chose pour le meeting du 16 novembre. La tenue que j'ai portée dans le meeting du 16 novembre, c'est la même tenue que j'avais portée le 14 janvier. Vous avez vu sur les images d'ailleurs. Elle est aussi des tenues que je garde pour l'histoire. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans l'histoire de notre pays, pourquoi je félicite les membres de la commission de rédaction de ce document. L'histoire du Mali n'est pas écrite. Dans quelques années, chacun va se mettre à dire ce qu'il veut, pour ne pas dire raconter ce qu'il veut. Ce document qui vient d'être dit est le fruit, j'ai compris, de longues discussions entre les membres du comité stratégique et le président de la commission d'organisation. Donc c'est un document consensuel et véridique pour l'histoire. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette précision. Vous savez aussi au Mali, et je l'ai dit en préface dans mon dernier livre, les gens disent beaucoup de contre-vérités. Et comme j'ai dit souvent, le mensonge qui parle tout le temps, il a raison de la vérité qui se tait. Il y a beaucoup de mensonges qu'il faut profiter de l'occasion pour rectifier. Donc, dans certaines parties de mes interventions, vous allez constater des rectificatifs. Mais pour l'essentiel, c'est pour dire exactement ce que j'avais sur le cœur en complément au travail magnifique que la commission de rédaction a fait et qui vous a été présenté. Mesdames et messieurs, je voudrais féliciter à l'occasion de ce 13 janvier 2025
cette commémoration, vous féliciter parce que vous avez fait une œuvre de portée historique. C'est très important ce que vous venez de faire. Parce que ça permet de perpétuer la vérité. D'où est-ce que la transition est partie? Vous savez, le 14 janvier, c'était le destin de la transition qui se jouait et le destin de l'Afrique qui se jouait. Si les choses avaient échoué ce jour-là, comme je le dis, la transition allait tirer les leçons. Beaucoup d'ambassades ont fini par dire à leur gouvernement, au vu de cette foule jamais mobilisée, attention, ces officiers de la transition ne sont pas aussi impopulaires que vous pensez. Le peuple est avec eux. Dans l'histoire des démocraties, dans l'Afrique de l'Ouest, vous ne trouvez aucun pays avec un corps électoral. Aucun président ne pouvait mobiliser 4 millions de ses citoyens dans un appel de 4 jours. Aucun. Et le Mali l'a fait. Le président de la transition l'a fait. Et donc, il faut saluer le peuple malien. Parce que c'est son œuvre. C'est ce jour-là que le Mali a montré au monde entier que c'est un peuple avec lequel il faut faire attention. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le Mali. Quelqu'un vient de rappeler ici qu'à la pénétration coloniale, certaines zones africaines ont été colonisées en 6 mois, en 1 an. Mais pour occuper notre pays par la force, le colonisateur a mis 38 ans. De 1878 à la bataille de Saboussiré à Caille, à 1920 à la bataille d'Andrombokan, où Firoun a été assassiné le 20 juin par des Africains traîtres. Ça veut dire que la traîtrise, là, ça a toujours existé. C'est des traîtres qui ont tué Firoun pour le donner aux Blancs. Mais notre peuple a résisté. Malgré qu'on l'a soumis par la force pendant 70 ans, il ne s'est pas passé une année où une ethnie ou un groupe ethnique ne s'est pas soulevé. Les Tamashek, les Arabes, les Sonrai, les Peul, les Bamana, les Mianka, les Senoufo, toutes les ethnies au Mali ont eu leur part de gloire. Les Dogons, vous vous rappelez la grande bataille de Talbi, dont tout le monde se rappelle. Pendant 70 ans, le colonisateur n'a pas eu la paix au Mali. Et c'est le peuple malien a montré le 14 janvier la voie à tous les Maliens et à toute l'Afrique, je dirais. Vous voyez ce qui est en train de se passer en Afrique aujourd'hui. Donc, ce peuple malien, il doit être salué. C'est son engagement, ses sacrifices, le sentiment d'arracher son indépendance, sa souveraineté et son autonomie de décision. C'était le message du 14 janvier. Je voudrais aussi, bien entendu, saluer de façon spécifique les forces armées et de sécurité. Plus tard, je les appelais les Monebo Deum, les soldats maliens. Vous savez, cette manifestation a réussi. Pourquoi? Parce qu'à partir du 28 décembre 2021, à la tenue de cette manifestation, il n'y avait plus d'attaque de camps militaires. L'armée malienne a porté le fer dans les camps de terroristes. Nous avons détruit plus de bases terroristes, plus de sanctuaires terroristes que toutes les années de lutte contre le terrorisme réunis. Et c'est parce qu'il y avait ces succès militaires que le message politique a porté. La transition marche sur les 2 pieds, le militaire et le politique. Il s'est trouvé certains qui ont voulu les dissocier. Ah oui, l'armée monte en puissance, mais les politiques, ce n'est rien. Ça, c'est des derniers arrivés, les soutiens de la transition de la 25e heure. La transition, c'est l'armée et la politique. Et nos militaires, sans leur action, on a beau être des génies, rien n'allait marcher. C'est parce que l'armée a fait ses succès que nous avions le courage de prendre une décision, envoyer des délégations et discuter avec la CEDEAO d'égal à égal.
Je voudrais saluer les artistes maliens, toutes tendances confondues. Vous savez, il y a une petite histoire que je vais vous raconter. Beaucoup me voient dans les habits traditionnels. Quand j'étais devenu Premier ministre, les premières semaines, là, c'était les bazins et les vestes. Mais ma première sortie à l'intérieur, j'ai dit à mes collaborateurs, est-ce que vous me voyez dans des champs de coton, de maïs, en veste cravate ou en bazin? Cherchez-moi des habits traditionnels. Et j'ai porté un habit traditionnel. Quand je suis arrivé, je ne l'ai plus enlevé. J'ai vu que ça plie à la population. J'ai fait toute ma visite. Je suis revenu. 2 jours après, le ministre de la Culture m'a dit que les artistes souhaiteraient me rencontrer. Ils sont venus chez moi. Elles ont dit qu'elles sont venues me féliciter. Parce que depuis que j'ai porté cette tenue, toutes leurs marchandises ont été achetées. Et je leur ai donné la garantie ce jour-là qu'aussi longtemps que j'étais dans la transition, je porterai ces habits. C'est important que, ça c'est les détails de l'histoire que les Maliens ne savent pas. Après, quand j'ai rendu compte au président, je lui ai demandé la permission et il l'a accordé. Et j'ai demandé au ministre qu'à partir d'aujourd'hui, le mercredi, le jour du Conseil des ministres, appartient au peuple malien. Que tous les ministres s'habillent en tenue traditionnelle, parce que les Maliens vont les voir à la télé en tenue traditionnelle. Et les militaires en tenue de combat, pour que ça soit clair pour la CEDEAO et le monde entier, que le Mali ne cédera pas. Nous pouvons plier, mais nous n'allons jamais baisser la tête devant quelqu'un. Ça, c'était des symboles forts en politique. Tout ça, c'était la politique. Parmi les artistes, vous savez, il y a un jeune que j'ai reçu, tout en rendant hommage à tous les artistes du Mali qui ont porté haut le drapeau. Ce sont nos ambassadeurs. Il y a Sidiki Diabaté que j'ai reçu au bureau. Vous savez, ce jeune-là, au plus fort des problèmes de la transition, a tenu à Bercy un concert où on a mobilisé des milliers de policiers pour arrêter. Tous les Africains sont sortis avec le drapeau malien. Plus de 100 000 personnes. Aucun homme politique en cette période ne pouvait mobiliser autant de personnes, surtout en Europe. Ça veut dire que la réussite de la transition, personne ne peut s'en attribuer le succès. C'est le peuple malien entier. Si nous avons tenu, c'est parce que l'État a pu continuer à acheter les armes, à payer les salaires, à donner à manger. Qui a fait ça? C'est ceux que j'appelle les soldats de l'économie. Tous ceux qui s'occupent de récolter de l'argent pour l'État, je les ai appelés spécialement dans mon bureau pour les féliciter. La douane, les impôts, le trésor, etc. Si j'en oublie quelques-uns qui me pardonnent. Donc, c'est l'ensemble du peuple malien. Les fonctionnaires qui ont accepté, la population, les paysans, qui ont accepté toutes sortes de sacrifices. Et c'est pour cela que je tenais spécifiquement, pour renforcer votre message, à saluer ces composantes de la nation. Je voudrais ici saluer de façon spécifique la Russie et la Chine. Vous savez, quand la CEDEAO a pris ces fameuses sanctions, la France s'est précipitée pour les faire endosser à l'Union européenne. Et elle est allée au Conseil de sécurité se battre par 2 fois. La Russie et la Chine ont posé leur veto et rejeté les sanctions illégales et illégitimes. Je voudrais que vous les félicitiez et nous les rendons hommage à notre amitié avec la Russie et la Chine. D'autres partenaires sont venus, la Turquie, l'Iran. Je voudrais qu'on salue ces partenaires. Il est très important au moment où on est en train de fixer des pages de l'histoire, que je vous dise certaines choses.
Vous savez, les félicitations doivent aller aussi à mes collaborateurs. Vous savez que au Mali, il y a un mythe qui n'est pas vrai. Mais souvent, quand le mensonge est trop répété, on ne dit rien, ça devient de la vérité. J'ai écouté sur beaucoup de chaînes panafricaines des commentateurs, bon, j'imagine qu'ils ne savent pas, mais au Mali c'est fait exprès, qui disent le Premier ministre a rejeté les partis, il a combattu les partis, il a mis les partis en prison, il a fait ceci. Je n'ai mis personne en prison. Par rapport à la considération que j'ai pour les partis politiques, c'est moi-même, en tant que Premier ministre, qui ai signé les invitations aux partis politiques pour les rencontrer plusieurs fois. La réalité, c'est qu'en cette période, beaucoup ne pensaient pas que le gouvernement allait durer. On nous a dit qu'on ne dépasserait pas 3 mois. Donc les uns et les autres ne voulaient pas venir se mouiller avec un gouvernement de courte durée de vie. Donc les partis sont venus une première fois. Certains sont sortis. Les autres fois, ils ont refusé de répondre à mon invitation. Vous pouvez, j'ai toutes les lettres. Parce que certains disaient, le premier n'a pas de légitimité, c'est le président c'est les militaires qui sont légitimes. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai proposé au président de les demander en tant que chef de l'État de s'associer tous pour que les assises soient une réussite. Quand ils sont sortis, il y en a qui ont dit que c'est du cinéma, ils ne sont pas venus. Donc lorsqu'on fait courir le bruit, et certains panafricanistes, je dis ça à l'intention des panafricanistes, ces commentateurs, souvent il y en a qui font les grands savants, des grands connaisseurs du Mali, en disant que le Premier ministre a marginalisé les partis, les a mis à l'écart, ce n'est pas vrai. Mieux, une des fois où certains partis ont accepté de rencontrer le Premier ministre, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit qu'un gouvernement de transition n'a pas vocation à faire des réformes. Il doit organiser des élections et partir. C'est un gouvernement légitime qui doit faire les élections. Ce jour-là, j'ai dit aux uns aux autres, ça c'est des discours spécieux. C'est les discours pour tromper les gens. Il est très beau, mais derrière, il n'y a rien. La transition doit résoudre d'abord les problèmes qui ont présidé à sa survenue. S'il ne s'agissait que d'organiser les élections, depuis 1992, nous ne faisons qu'organiser des élections. Donc l'élection ne peut pas être une fin en soi. Il faut réformer le pays. Certes, les partis m'ont dit ce n'est pas possible. Depuis ce jour, il y en a qui n'ont plus jamais mis pied à une invitation du Premier ministre. Maintenant, lorsqu'on a pris Kidal, lorsque les choses ont commencé à marcher, bon, il y en a qui disent, bon, le Premier ministre, il est clivant. Le mot clivant, là, ça a été élaboré à l'extérieur. On a mis dans la bouche de certains ici. Ils ont commencé à le dire. Vous savez, quand j'étais malade, il y a un docteur qui m'a dit ça, que vraiment, monsieur le Premier ministre, il faut rassembler les gens, il paraît que vous êtes clivant. Ces personnes ont mis ça dans la... Vous savez, chez nous, quand on dit, Aïbe Franyonka, Bekado Dakalan fait Bekabo Dakalan, j'ai dit, Ambedo Dakalan fait, mais Antebo Dakalan fait. Et c'est lui qui détourne des centaines de milliards. Pendant que les Maliens meurent, les soldats, nos braves soldats, on les enterre dans des fosses communes. Neni allé embêter que Doda Kelen fait, mais Sokono, Antebo Dakalan fait. C'est ça la réalité, la divergence fondamentale. C'est qu'on n'a pas la même interprétation du sens qu'il fallait donner à la transition. À partir de ce moment, on ne pouvait pas travailler ensemble. Mais lorsque, grâce à Dieu, grâce au peuple, grâce à l'armée malienne, à son sacrifice, nous avons pris Kidal, nous avons retrouvé notre souveraineté. J'ai dit qu'à partir de ce moment, ouvrons la porte à tout le monde. Parce que les uns et les autres ne croyaient pas, peut-être parmi vous-même, peu de gens croyaient qu'on allait prendre Kidal.
Et pour tout le monde, le destin du Mali ne peut pas se jouer sans la France. C'était ça qui nous opposait. Certains caressaient un coup d'État du jour au lendemain. Des ambassadeurs s'en sont mêlés. Vous savez, on en a renvoyé plein. Vous savez de qui je parle. On a renvoyé un d'abord. D'autres sont venus plaider pour lui. Ils étaient dans les mêmes jeux. Arrivés à soulever des Maliens, organiser des groupes de jeunes pour leur dire « Révoltez-vous ». Si les Russes viennent au Mali, il faut vous révolter. On a renvoyé ces ambassadeurs. Parce que ce moment-là, beaucoup attendaient que le régime soit renversé. Vous voyez? Donc c'était important que je dise ça. La deuxième chose, vous savez, quand j'ai écrit le livre sur ma vie, il y a un haut responsable de la transition qui m'a demandé « Mais pourquoi vous avez écrit ça maintenant ?» Généralement, les personnalités politiques attendent quand ils quittent la scène pour écrire des choses comme ça. Je l'ai dit parce qu'ils sont proches de la mort pour qu'on discute après eux, pour qu'on les contre. Moi, j'écris pour la contradiction pendant que je suis là. Parce que les Maliens ont besoin de la vérité. La jeunesse malienne a été suffisamment manipulée. Celui qui n'est pas d'accord avec le contenu, qu'il écrive pour que les jeunes Maliens comprennent. Celui qui est leur prémisse là ne cache rien, parce que je ne cache rien. Et vous aurez remarqué au Mali, en général, deux attitudes pour les responsables politiques. Ou bien ils se taisent, ils ne disent rien, ils attendent le moment venu pour sauter sur la proie. L'autre version, c'est ceux qui contestent tout. J'ai entendu même un homme politique l'autre jour qu'il faut aller négocier avec les rebelles, les terroristes. Mais regardez les grands pays qu'on cite dans le monde, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine. Quand il y a des terroristes dans ces pays, qui va dans des pourparlers qui n'en finissent pas? Ils se cognent d'abord, on le terrasse, après quand il est affaibli, on négocie. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui a pris des armes contre ses frères. La lutte contre le terrorisme, il faut que nos peuples le gagnent. Sinon les négociations bidons là, on a fait 30 ans là-dedans. Ça ne nous a amené à rien. Ça a profité seulement à des escrocs, des narcotrafiquants, des gens qui vivent, des parasites, qui ont affaibli notre pays. Ils nous ont vassalisés, ils nous ont esclavagisés. On n'acceptera plus cela. Donc ces hommes politiques qui veulent négocier avec les terroristes, les mêmes personnes, moi j'ai regardé dans l'histoire, parce que tous les hommes politiques là, moi j'ai une fiche sur chacun. Le même monsieur a dit en 2020 qu'il ne faut pas négocier avec les terroristes. C'était Ibeka qui était là, on est allé les plier, on leur a donné de l'argent, ils sont venus, mais ils ont refusé. Ça ne sert à rien. Donc, en ce moment, comme le monsieur était dans l'opposition, il s'est levé pour dire qu'il n'y a rien à négocier avec les terroristes. Bon, le même monsieur, je l'entends maintenant dire qu'il faut négocier avec les terroristes, parce que toutes les discussions finissent autour d'une table souvent. Ça, c'est déjà des discours spécieux. Les discussions finissent autour d'une table lorsque l'autre pays aura terrassé les terroristes. Quand ils seront suffisamment affaiblis et qu'ils ont intérêt dans les discussions. Ça, je voulais être très clair là-dessus. Tous ceux qui appellent notre gouvernement à aller traficoter, fricoter avec des terroristes, là, ce n'est pas pour le bonheur du Mali. C'est très important. Ce que je voudrais dire encore, le terrorisme au Mali n'a jamais été importé par des Maliens. C'est de l'extérieur. Parce que certains disent, ah, c'est des Maliens qui ont pris les armes, il faut discuter avec eux. Ce n'est pas vrai. Les premières attaques en République du Mali, le 29 juin 1989, c'est des gens venus de l'extérieur qui sont allés tuer des Maliens. Après, à force de laxisme, certains d'entre eux, on les a intégrés dans l'administration, ils sont même allés dans des ambassades, ils sont revenus, ça a servi à quoi? Rien du tout. Et puis ça s'est étendu à d'autres jeunes. La plupart des jeunes qui sont dans les terroristes, certains ne savent même pas pourquoi ils sortent. Ils sont là-dedans.
Les 98% n'ont aucune formation idéologique. Ils vont là-dedans pour se venger parce qu'on a tué leurs parents. Ils vont là-dedans par cupidité. Il y en a même qui disent qu'ils voulaient se marier, ils n'ont pas d'argent. Ils vont là-dedans pour être payés tous les mois et puis venir se marier. Il y a du n'importe quoi là-dedans. Donc ils n'ont aucune conviction. C'est des puissances extérieures qui organisent, qui financent, qui sponsorisent les terroristes et répandent le terrorisme en Afrique. Tout ce qu'on vous dit, le reste là, c'est de la poudre aux yeux. C'est ce que nous avons compris très tôt. C'est pour cela que lorsque la rectification a commencé, notre gouvernement s'est attaché d'abord à se donner les moyens militaires pour recouvrer l'intégrité de notre pays. Chasser ces forces étrangères qui étaient toutes sous la coupe de la France. Les Takuba, les Serval, les Petiti, les Patata, tout ceci là, c'était sous le couvert d'un seul pays. Et les dirigeants tournaient. On porte des cravates, on voyage, on revient, on a un pays dans la capitale, mais personne ne peut aller chez lui. Moi, je ne pouvais pas aller chez moi. J'ai été dans mon village la dernière fois en 2013. Après, ce n'est plus possible. Donc, il faut garder votre vigilance. Et aujourd'hui, à cause des attaques terroristes un peu partout, il y a certains qui disent « Ah, mais les gens sont en train de mourir, donc ce n'est pas mieux. » Mais est-ce que c'est mieux avant? Ce n'était pas mieux. Mais aujourd'hui, les têtes terroristes, l'armée est en train de les détruire. Chaque semaine, l'armée met hors d'état de nuire certains. Et parce que les gens croient que le peuple africain ne peut pas tenir des luttes de longue durée. Cette maladie a fait plus de 30 ans pour rentrer dans le corps de l'Afrique. Une maladie qui dure pour vous prendre, il faut du temps pour qu'elle sorte. Nous allons les détruire d'ici 1 an, 2 ans, Inch'Allah, 3 ans. Abattez-nous. Donc n'écoutez pas du tout ceux qui sont en train de véhiculer le défaitisme. Pour dire, ah oui, on a tué des paysans, on a tué ceci, donc on n'a pas gagné. Mais on a recouvré Kidal. Les chefs terroristes, même l'Amérique n'a pas pu tuer certains, mais l'armée les a détruits. Mais on fait semblant d'oublier tout ça pour venir tenir un discours spécieux. Vous avez quelqu'un qui est malade, quand tu lui dis que tu peux le soigner, il te croit. Donc il y a des charlatans politiques qui viennent dire, sous prétexte d'être des hommes politiques, qu'ils veulent le pouvoir, ils vont négocier avec les rebelles, ils vont amener la paix. Il n'y aura jamais de paix sans qu'on aura bouté les terroristes hors de nos territoires. Je vous assure que la CEDEAO, quand on y est sorti, parce que je vois des gens, ah, on sort de la CEDEAO, ah, pourquoi l'AES est créé, on aura des problèmes de visa, les hommes d'affaires ne pourront pas circuler. Mais avant, on existait sans la CEDEAO. Et puis la CEDEAO a laissé sa vocation. Ce que vous pensez là, elle n'était pas comme ça. Les dirigeants de la CEDEAO étaient au service des présidents des pays étrangers. Vous avez entendu un président dire ici, ah, je vais appeler tel Africain pour lui dire de faire ceci, de faire cela. Donc la CEDEAO était sortie de son rôle. Le Mali, la CEDEAO a demandé 400 millions pour le G5 Sahel de dollars. On a fait tout ce temps, il n'y en avait pas. Mais elle a trouvé 3 milliards d'un coup que des pays étrangers voulaient donner pour faire une force armée tomber sur le Niger. Et nous avons très vite compris qu'après le Niger, ils vont s'organiser contre le Burkina. Après le Burkina, ils vont se dire maintenant, et puis certains Maliens vont être découragés, ils vont venir tomber sur le Mali. Et c'est pour cela que nous nous sommes donné la main pour dire non. Le 27 janvier, ils avaient préparé une opération militaire pour tomber sur le Niger. Le 28 janvier, nous nous sommes retrouvés et on est sortis de la CEDEAO en même temps pour leur retirer les bases juridiques d'une agression contre un pays frère. Et vous savez, les hommes politiques, beaucoup on est de la même génération. Moi, j'ai appelé, sans demander le président, j'ai appelé un que je connais. J'ai dit, vous faites partie des pays à l'avant-garde du combat de l'impérialisme contre l'Afrique. Je vous préviens, si vous touchez à un cheveu du Niger, on va vous raser la tête. Et je lui ai dit que je ne blague pas. Comme il pense que le diable c'est le Premier ministre, c'est l'aile dure de la transition, je crois que ça donnait à réfléchir. Et le Niger s'en est sorti
tous les complots contre le Niger, nous les avons bloqués. Et nous avons mis nos forces armées ensemble. Et aujourd'hui, l'AES, certains sont en train de crier, l'AES n'est pas sorti de l'Afrique. Si la CEDEAO n'a qu'à collaborer avec l'AES, mais individuellement, nous ne rentrons plus dans une organisation qui est dirigée par des instructions venues de l'extérieur. Nous ne sommes plus là-dedans. Mais s'ils veulent travailler avec l'AES, on travaille ensemble. L'AES, pour la petite histoire, mes conseillers le savent, on l'a initié dans mon bureau le 1er février. Le 1er février 2023, l'initiative venait du Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire. Il m'a dit qu'il faut qu'on crée une fédération. Nous avons discuté, je lui ai dit que les premiers qui sont venus avant nous ont créé des fédérations. Il y avait la première fédération, Dahomey, Haute-Volta, Soudan. Donc, pourquoi ça a éclaté? Qu'on réfléchisse sur les raisons. Nous avons continué la discussion quand j'étais là-bas, le 23 février 2023. Je dis ces dates-là parce qu'il y a beaucoup de faussaires aujourd'hui, des nouveaux soutiens de la transition, des soutiens de la dernière heure de l'AES. Je vois même des gens qui nous ont combattus, qui deviennent aujourd'hui des soutiens de l'AES. C'est pour eux que je rappelle ces dates-là, qui sont vérifiables. Le 30 décembre, j'ai pris le Premier ministre du Burkina Faso. On est allé au Niger. À 3, nous avons échangé sur cette question. Et le Premier du Burkina Faso, je lui avais dit le 23 février que les premiers qui ont fait la fédération, il y a des influences extérieures qui les ont poussés à casser cette fédération. Et c'est pour cela que, malgré tout ce que vous connaissez, lorsque les présidents de transition de nos 3 pays ont eu l'idée géniale de faire plutôt une confédération et non une fédération, mettre nos forces armées ensemble pour nous défendre. Un État qui ne peut pas se défendre, ce n'est pas un État. Pour faire la diplomatie commune et ensuite nous occuper des projets structurants, des projets de développement. C'est ce qu'on appelait, j'ai appelé en son temps, nous développer en mode 3D. Je l'ai dit ça en juillet 2023. En ce moment, il y a beaucoup qui m'avaient insulté dans les médias. Mais lorsque, un an après, le 6 juillet 2024, les présidents des pays de l'AES ont eu l'idée géniale, ils ne se sont pas précipités, de créer une confédération qui a vocation à évoluer vers une fédération. C'est important que vous sachiez ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent dans les réseaux. Ah oui, il faut qu'on regarde la CEDEAO. Pourquoi on est sorti? On n'a pas de légitimité. J'ai vu même sur les chaînes panafricaines, là, quelqu'un hier qui parlait. Il dit qu'ils vont manifester à Paris, que même s'ils ont 10 personnes, ça leur suffit. J'ai dit, ah bon? 10 personnes? Ça, c'est quoi ça? Combien de Maliens il y a en France? Toi, tu ne cherches que 10 personnes? Ah, mais ça, c'est très grave. Et d'ailleurs, sur le RFI, on a dit qu'il y a quelques centaines de personnes. Ça veut dire que la communauté malienne, qui est majoritaire en France, elle comprend ce qui se fait. Comme la diaspora. Je vous jure que cette transition-là, elle tient entre autres grâce au soutien de la diaspora malienne. Dès le départ et aujourd'hui, toutes les grandes orientations patriotiques sont soutenues par les Maliens de la diaspora. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour cela que quand j'ai vu des Maliens de l'extérieur dire qu'ils vont aller marcher pour la CEDEAO, ça m'a fait rire. Vous savez, en plus de ces choses-là, nous avons un élément que je veux que vous compreniez. Vous entendez souvent les gens dans les médias dire tel a été dans tel gouvernement, dans tel gouvernement. Vous savez, dans un gouvernement, quand on vient, pour que ceux qui devaient être ministres là, vous le sachiez, hein, et ceux qui ne le sont pas aussi comprennent, vous avez 2 décrets. Il y a un premier décret qui vous nomme ministre. Il y a un deuxième décret qui vous dit de quoi vous devez vous occuper
Vous ne nous mêlez pas de tout, hein. Seul le Premier ministre et le Président ont vocation à coordonner tout. Donc si un ministre fait des bêtises dans son domaine, il les discute chez le Président et le Premier ministre de le remettre en cause. Mais vous ne pouvez pas vous lever, vous êtes ministre de l'Agriculture et de la Pêche, vous allez vous occuper des questions de défense. Ce n'est pas ça dans le gouvernement, hein. Mais ce qu'il faut par contre, c'est ce que j'ai toujours fait, et je l'ai dit même aux ministres avec lesquels j'étais, vous pouvez leur demander. J'ai dit on a un devoir de vérité vis-à-vis du chef de l'État. Vous savez, chez nous, on a la culture d'une administration d'allégeance. Les gens pensent que quand tu es ministre, il faut dire que tu es d'accord avec tout. Or, quand on est dans une équipe gouvernementale, vous occupez de votre domaine. Mais lorsque les questions existentielles de la vie de la nation sont en cause, on veut vous associer pour dire que vous êtes d'accord. Il faut dire que vous n'êtes pas d'accord. En ce moment, soit vous démissionnez, ou ils vous sortent. Dans les deux cas, vous n'êtes pas là-dedans. Mais il y en a qui viennent dire après, ah mais il était dans l'équipe là, il est responsable de ça. Ce n'est pas comme ça, hein. Lorsqu'en juin 2016, j'ai eu la preuve que des ministres, le Premier et le Président, sont allés vendre le Mali au Conseil de sécurité, en créant ce qu'ils appellent les autorités intérimaires, une loi qui leur permettait de relever tous les élus des régions de Tombouctou, Gao et Kidal et les remplacer par des gens nommés par les rebelles. Quand ils sont venus, j'ai dit devant tout le monde que ce que la rébellion n'a pas eu par les armes, elle n'a pas eu dans les négociations, c'est le gouvernement qui se cache pour lui donner sous la table. À partir de ce moment, il n'était plus possible de travailler avec cette équipe. Parce que c'est une équipe qui vendait le Mali à l'extérieur, qui vendait le Mali aux étrangers. Les gens de mon parti sont là. Je suis allé, j'ai exposé à la direction du parti. Je leur ai dit que je ne peux plus travailler avec ces gens. C'est un ancien qui m'a dit, parce que je lui ai dit que la démission, je n'en veux pas, mais je veux trouver une formule pour me séparer de ces gens-là. Parce que les démissions, souvent, vous sentez Karsa a démissionné. Souvent, c'est un manque de courage. Quand les gens ne peuvent pas résoudre les problèmes, ils font du bruit, ils démissionnent. Ça, ce n'est pas du courage. Donc, l'ancien là m'a dit, ne démissionne pas. Ce que tu as dit là, si tu leur as dit, tu as dit au président, tu l'as dit au premier, tu l'as dit au ministre devant les gens, ils ne pourront plus travailler avec toi. Effectivement, il a raison. On a sauté un conseil des ministres. Le conseil des ministres suivant, il m'a enlevé. Je suis sorti du gouvernement. Et depuis que je suis sorti, je n'ai jamais critiqué le président. J'ai dit jusqu'à la fin de son mandat. Mais quand les élections vont arriver, je vais expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Donc quand quelqu'un vient s'asseoir aujourd'hui, ah oui, il était dans ce gouvernement, lui il ne connaît rien. C'est ce que j'appelle les ignares triomphants. Il lit les journaux, ah il était dans le gouvernement. Les gouvernements chez nous, on ne vote pas dans les conseils des ministres. C'est le président seul qui décide. Il écoute les partis, les ministres. S'il veut, il prend l'idée de la majorité. S'il veut, il vient avec son idée. C'est son idée-là qui s'impose. Il faut que vous compreniez ça. Un ministre n'est pas dans un gouvernement pour faire tout ce qui est nécessaire. Parce que le système français qu'on a pris, le président est presque un roi. Ce qu'il dit, vous l'acceptez ou vous quittez. J'ai vu aussi des panafricanistes qui disaient à le Premier ministre, il devait se taire ou démissionner. Quand j'ai fait le meeting de la clarification, oui. Mais j'ai vu des panafricanistes dans les réseaux, ah oui, il devait démissionner, sinon il ne devait pas parler. Je devais me taire jusqu'à ce que ça croule, parce que je voyais ce qui se faisait. Je vous ai dit que je n'ai dit que 10% de ce qui se fait. Il faut les alerter. Mes collaborateurs sont là. Certains se sont fâchés, le premier ne peut rien, il ne peut pas nommer des gens, parce que j'ai dit, l'idée que les gens ont des hommes politiques, c'est qu'ils viennent pour chercher l'argent ou placer des gens. J'ai fait 3 ans et demi. Il n'y a personne dans la haute administration qui a été nommé par le Premier ministre. Ça n'existe pas. J'ai nommé un seul, il a été relevé quand j'étais malade. Ça, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Jamais.
Même les services qui relèvent de moi, on a nommé ça m'a visé là-dedans. Mais j'ai tout accepté parce qu'il y avait l'essentiel. Il fallait recouvrer l'intégrité de notre pays. Il fallait que l'armée continue de se battre. Parce que des luttes politiques à Bamako, parce qu'on n'a pas pris Kidal, les hommes politiques sont responsables. J'ai vu en 2012, lorsque le Nord allait tomber, il y a des hommes politiques ici qui faisaient des meetings pour dire aux soldats de ne pas se battre, de laisser attêter. Et quand notre pays est tombé, qui a payé? Lui, il s'est rallié aux rebelles après, j'ai appris. Derrière, les uns et les autres ont son dossier. Attêté est tombé, mais c'est le peuple malien qui a payé les frais. Il fallait que je me taise, que je laisse faire les problèmes de place, d'argent, de ceci. Il fallait laisser ça pour que l'armée continue son travail. Mais celui qui ne comprend pas ça, lui, il est dans des histoires de postes, comme j'entends Nignard là aussi dire que pourquoi il ne quitte pas, il a des avantages, ça lui suffit. J'ai dit, ah bon, toi tu raisonnes en avantage? Nous on parle du Mali, lui il parle des avantages. Mais on n'est pas sur la même planète. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, dans la vie politique, j'ai fait un article en avril 2020. Le M5 n'était pas créé. C'est sur les réseaux. Je l'ai nommé Constance dans la résistance. L'heure des refus d'obéissance a sonné. Cet article a écrit le 20 avril. Quand j'ai eu la preuve qu'on a mis une assemblée nationale pour mettre des narcotrafiquants là-dedans, pour venir légaliser la partition du Mali, en faisant voter la constitution par l'assemblée. Cet article-là existe. Le M5 n'était même pas né. Quand j'ai écrit le 10 décembre 2020, la faillite de l'État malien, les causes, les responsabilités et les pistes de solution, c'est le jour où Macron est sorti pour menacer les chefs d'État africains, pour les convoquer à Pau. Je n'ai pas dormi 2 nuits. J'ai fait cet article, je l'ai publié dans la presse, j'ai payé moi-même. Mais après, je l'ai fait un petit livret que vous avez tous. Quand vous voyez là-dedans, vous lisez, vous allez trouver les preuves que c'est la France en combinaison avec quelques intellectuels verrés ici qui ont organisé la partition du Mali. Et depuis ce moment, ils disent que je suis un subversif. Donc quand quelqu'un vient aujourd'hui de tous les régimes, vient me dire vous êtes ceci, il n'a rien compris. Nous travaillons pour l'histoire. Parce que les ennemis du Mali, les ennemis de l'Afrique, ils n'attendent que ça. La transition malienne, c'est le bébé du M5. Aucune colère ne doit nous amener qu'à la transition d'Afrique. Des changements à l'intérieur de la transition, ça c'est autre chose. Mais il y a des gens qui parlent, les meetings que vous venez de montrer là, il y a des gens qui sont des grands acteurs aujourd'hui, ils n'étaient pas là en ce moment-là. En ce moment-là, ils étaient en train de critiquer la transition. C'est eux qui sont les nouveaux maîtres aujourd'hui. J'ai vu même quand on a célébré l'anniversaire de l'AES, vous savez, celui qui est venu nous parler, c'est quelqu'un qui faisait ce que vous savez, il y a quelqu'un qui a publié dans les réseaux, il était contre les changements. Aujourd'hui, c'est lui qui est devenu un soutien de la transition, c'est lui qui nous donne des leçons. Nous n'allons jamais, je dis bien jamais, céder face à l'imposture. Jamais. Notre peuple peut plier, mais il ne va jamais être brisé. Il faut garder en mémoire notre histoire. Ce qui passe là, les gens qui perdent les jeux, qui vont en prison, qui perdent des places, tout ça c'est passager. Mais il faut voir l'histoire du Mali. Vous savez, je termine par un point, ça c'est la dernière sortie de Macron. Les Africains en ont suffisamment parlé. Les intellectuels ont écrit, des syndicalistes, des journalistes.
Mais les hommes politiques, il y en a il y a des très courageux qui en ont parlé, parce que généralement, les Africains ne répondent pas au président français, même quand il les agresse. Le premier Sénégalais lui a donné un coup, je crois qu'il ne va jamais oublier. Le président du Tchad lui a donné un coup, je crois, qui est fatal. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le 26 décembre, moi j'écoute tous les présidents du Niger, le général Tchani, il a donné une interview longue, mais quand vous suivez jusqu'à la fin, il avait déjà averti sur tout ce que la France prépare sur le plan militaire. Tout. Même le mouvement de ces balles, le président Tchani les a dénoncés, en les nommant, en donnant des dates, des précisions. Et je suis certain que ce qui s'est passé au Tchad, il a informé le président tchadien. Le président du Burkina Faso appelle toujours à une résistance à la guerre de haute intensité. Et il faut vous préparer à ça. Il faut la guerre de haute intensité contre le terrorisme. Il y a un pays voisin qui se met au service de la France, dont le président a fait un discours en disant que c'est un discours à la nation. Mais il a reconnu lui-même que le seul point sur lequel ils ont échoué, c'est lui qui l'a dit, il dit c'est la lutte contre le terrorisme. Mais qu'ils vont trouver l'occasion de les repousser. Mais quelques jours après, le 8 janvier, près de 30 morts chez eux. Les mêmes terroristes. Au point que leurs citoyens sont en train aussi de demander le départ des bases françaises. Vous savez, concernant le cas spécifique du Mali, ce que je voudrais ajouter en plus, à l'intention de tous les Africains et les panafricanistes, en plus de ce que le Premier ministre du Sénégal, le président du Tchad et les approches visionnaires des présidents du Niger et du Burkina Faso, et ce que les intellectuels, les différents Africains, syndicalistes et autres ont dit, je voudrais insister sur le cas spécifique du Mali. Sur le cas spécifique du Mali, nous avons les preuves irréfutables que c'est la France qui fait le pompier pyromane. C'est pour cela qu'en juillet 2022, lorsque l'État malien voulait présenter à l'ONU les preuves que les sponsors des terroristes sont les mêmes pays qui disent qu'ils se battent contre le terrorisme, au Conseil de sécurité, la France a fait bloc pour qu'on ne présente pas nos preuves. Certainement que les militaires ont dû dire aux politiques, débrouillez-vous parce que si les Africains savent tout, tous les peuples vont se révolter. De quoi il s'agit? Vous savez, toutes les rébellions au Mali qui sont transformées à force de négociations bidons en terrorisme sont le fruit de la politique extérieure de la France vis-à-vis du Mali et de l'Afrique. D'abord, les Français font toujours semblant d'oublier l'erreur et la faute, sinon je dis le crime qui a été commis en Libye en 2011. Mais avant ça, concernant le Mali, l'un des chefs des mouvements séparatistes a témoigné, nous avons les preuves dans la presse étrangère, que c'est l'État français qui les a mobilisés, les a organisés pour attaquer l'État malien et le diviser, en leur promettant de les aider à avoir un État à part. Mieux que ça, il y a quelque chose que je voudrais dire quand même aux Français pour qu'ils comprennent. Pourquoi l'État français n'écoute pas l'avis des Maliens de la diaspora? J'ai l'habitude de dire qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est en France que nous avons la plus grande diaspora. Des Maliens, ils travaillent, ils ont la nationalité, ils viennent au Mali. Pourquoi on va se mettre contre leurs intérêts? Mais ceux-ci sont tous avec le Mali dans leur grande majorité, avec l'État malien, parce qu'ils comprennent, ils ne se laissent pas manipuler. Je voudrais donc dire que pour ce qui est du Mali spécifiquement, je l'ai déjà dit, je le répète,
Vous savez, en Afrique, on n'aime pas beaucoup parler des morts. Je suis même gêné de le dire. Mais comme Macron fait cette comptabilité macabre, je voudrais lui rappeler que les Maliens qui sont morts, les Africains qui sont morts, les Burkinabés, les Nigériens et d'autres Africains, ce sont des milliers, sinon des millions. Ils n'en parlent pas. Ils parlent des 58 soldats morts au Mali. Je rends un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie sur nos territoires. Vous savez que la mission de la MINUSMA est la plus dangereuse et c'est là où il y a le plus de morts dans toutes les missions des Nations Unies. Je voudrais donc m'incliner devant leur mémoire. Mais qu'on n'utilise pas le nom des morts pour faire du commerce politique. Et c'est pourquoi je vais répondre à mon corps défendant, à Macron. Les 58 soldats qui sont morts au Mali, aucun d'entre eux n'est mort au combat, à part le premier, Damien Boité. Et on a la preuve maintenant que même cette histoire de terrorisme qui se serait rendue à Bamako était instrumentalisée par les services de renseignement français. Ils ont fait le pompier pyromane, mobiliser les hordes terroristes pour nous dire attention, ils vont venir. Et après avoir appelé tout le monde, ils ont fait écrire une lettre au président de la transition. La lettre par laquelle le Mali a demandé l'intervention de la France, elle n'a pas été écrite par des Maliens. C'est l'ambassadeur de France ici qui l'a écrit. Il l'a amené chez le président de transition, corrigé plusieurs fois. D'ailleurs, lorsque le gouvernement de la transition du Mali, nous avons demandé à avoir la copie de cette lettre-là. Mais il n'y en a pas au Mali, ni aux affaires étrangères, ni à la présidence. C'est sur des archives du Sénat malien que nous avons retrouvées. Au moment où nous préparions à dénoncer l'accord de défense avec la France. Donc c'est instrumentalisé. Ils fouettent le feu, après ils veulent faire semblant d'éteindre. C'est eux qui créent tout. Au Mali, pourquoi ils ont empêché les soldats maliens de rentrer à Kidal? À Kidal, parce qu'ils ont créé une république fantomatique. Là-bas, ils organisent chaque année, tous les 6 janvier, la fête d'indépendance de la république fantomatique de l'Azawad. Mais on a renvoyé plusieurs Français, les soldats de la MINUSMA, les officiers, les étrangers, tout le monde vient mettre se mettre garde à boue devant les défilés des terroristes. Personne ne pouvait pas les appeler comme ça. Ils ont créé une force spéciale de terroristes à Kidal, qui s'appelle SMECMA. Les gouverneurs du Mali à Kidal, les représentants de l'État, leur sécurité est assurée par les terroristes. Les bases où les mines d'or de Kidal étaient exploitées par des milliers d'Africains qui viennent des pays africains. Personne ne sait. La France est le 4e producteur, le 4e réserve d'or dans le monde. Pourtant, elle ne produit pas d'or. Au nord, toutes les mines étaient contrôlées par les rebelles. À Kidal, à Gawa, Ntahaka, les représentants de l'État malien pour aller à Kidal, ils avaient besoin de la permission des rebelles. Ils attendaient à l'aéroport, même quand un ministre veut aller à Kidal. Il attend toute la journée à l'aéroport. Si la MINUSMA vient l'amener à Kidal, il l'amène. Mais quand ils ne veulent pas, les ministres peuvent faire la journée, ils le retournent. Les Maliens font semblant, ou le monde oublie tout cela. Parmi les 58 Maliens qui sont morts au Mali, je précise, il y a Damien Boitepe à son âme qui est mort le jour de l'intervention de l'opération Serval, qui est aussi le résultat d'une manipulation, je viens de vous l'expliquer. Mais les autres, ils sont morts de maladie, ils sont morts d'accidents, dans différents pays, au Mali, au Burkina, au Niger, majoritairement sur le territoire malien. Est-ce que vous savez que certains sont morts quand des hélicoptères français sont télescopés? Même Jean Bockel, auquel il fait référence, qui fait aussi le doct pour nous, Africains. Mais son fils est mort dans un accident, un télescopage dans des hélicoptères français. Ça n'a rien à voir avec l'armée malienne. Il faut que les Français arrêtent, que les dirigeants français disent la vérité à leur peuple. Ils envoient des Français ici qui meurent dans des opérations. Les populations françaises ne sont même pas au courant. Ils viennent pour accomplir une mission impérialiste. L'expansion impérialiste de la France. Cela c'est terminé. Je l'ai déjà dit quand le ministre des Affaires étrangères d'Algérie m'a été envoyé ici spécifiquement par avion spécial à mon retour de New York en septembre 2021 pour nous remercier et nous féliciter.
Je lui ai dit une phrase qu'il a répétée à sa sortie. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Il faut que Macron et tous les autres impérialistes, il faut qu'ils arrêtent. La jeunesse malienne n'acceptera plus ce qui s'est passé. On ne nous trompera plus. Il faut qu'il arrête, qu'il continue à tromper les Français. Qui ne respecte pas d'ailleurs, parce qu'il dit la même chose aux Français. Vous vous rappelez à son début, on l'appelait Jupiter. Il dit aux Français des gens qui ne valent rien. Il les méprise. Il faut qu'il garde son mépris chez lui. S'il vient chez nous nous mépriser, nous allons lui répondre. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les fonctions de Premier ministre, mais je me dois de lui répondre. Il faut arrêter le mensonge, la manipulation, la désinformation. Nous n'accepterons pas au Mali que cela passe. S'ils ont l'habitude d'intimider les intellectuels qui se taisent par peur de dire on va lui dire la vérité. Aujourd'hui c'est terminé, le Sénégal lui a répondu, le Burkina lui a répondu, les jeunes intellectuels africains lui répondent. Je lui réponds que ce qu'il a dit c'est du mensonge, c'est de la manipulation, qu'il est piqué de l'âme des soldats maliens, des soldats français qui sont morts. Et Jean Bockel, je ne sais pas, il sait ou il ne sait pas, mais je lui dis que son fils est mort dans un accident d'avion en 2 hélicoptères français. Ça n'a rien à voir. Donc on ne vient pas nous dire ici qu'il y a eu des morts. Les Maliens sont morts par milliers. Le président de la transition a l'habitude de me dire que des milliers sont morts dans l'eau. On ne sait même pas où ils sont. Ceux qu'on a enterrés dans les fosses communes, partout, les soldats sont pris en tenaille par les terroristes. Lorsque nous demandions des hélicoptères pour agir, ils refusaient. La France refusait. L'aménagement refusait. Jusqu'à en tuer tous les Maliens. On nous empêchait d'acheter même une simple lunette à vision nocturne. On ne peut pas acheter d'hélicoptères. Et ceux qui ont détourné l'argent des cadres maliens, nous les connaissons. Certains ont prêté allégeance à la France. Ils sont chez eux aujourd'hui. Il faut qu'ils arrêtent. Nous n'allons pas accepter que des impérialistes et des traîtres locaux soumettent encore notre peuple. C'est terminé. Les Tchadiens ont fait ce que j'ai déjà dit. C'est sur la base de Faye Largeau qu'ils disent à leurs soldats qu'ils étaient là il y a 100 ans. Ils sont repartis il y a 60 ans, au moment des indépendances donc, et ils sont revenus pour 100 ans encore. Mais nous les suivons. Il faut arrêter cela. Nous n'allons plus accepter cela. En tout cas, au Mali et dans l'AES, cela n'est plus accepté. Les déclarations du président Tchani, du président du Burkina Faso sont très explicites. Et les Africains qui se mettent à leur service, c'est des nègres de service. Ils se servent d'eux pendant une période. Après, ils vont les chasser du pouvoir. Tous ceux qui se sont mis au service de la France en Afrique, ils les ont tous traînés dans la boue à la fin. Certains ne sont même pas morts chez eux. Ceux qui ont voulu mourir chez eux, ils ont dit qu'ils ne s'occupent pas des satrapes. D'autres, on les a chassés comme des chiens. Ils ont quitté les palais en fuyant. D'autres, on les a chassés, ils sont réfugiés dans certains pays africains. C'est aujourd'hui que leurs collaborateurs écrivent sur les manipulations que la France a fait pour les renverser. Pourtant, pendant des décennies, ils étaient au service de la France. Même les guerres au Mali, c'est parti de la Libye. Tous les Africains qui se sont mis au service des impérialistes, ils ont mal fini. Et aujourd'hui, la jeunesse malienne, la jeunesse africaine, en tout cas les Maliens, l'AES, on a dit que c'est terminé. Nous sommes une alliance. Si la CEDEAO veut coopérer avec nous, elle collabore. Mais nous n'allons plus dans une organisation fantoche qui reçoit des instructions des impérialistes. Sous la colonie, ils ne disent jamais ce qu'ils veulent. Sous la colonisation, à la fin de la conférence de Berlin, le 26 février 1885, dans les résolutions, ils ont partagé l'Afrique. Ils n'ont pas dit qu'ils vont aller coloniser. Ils ont dit, la France dit qu'elle va mener la mission civilisatrice. L'Angleterre dit qu'elle va amener les 3 C. Christianisme, commerce, civilisation. Et qu'en Afrique, il y a 2 grands fleuves, le Niger et le Congo. On va les aider à régulariser la circulation sur ces fleuves-là. Le Congo a été donné au roi de Belgique comme propriété. C'est tellement anonyme, c'est tellement soft. Mais après, qu'est-ce qu'on a constaté? Le Congo, pour construire la route Congo-Océan, on a tué 1 million de Congolais. Les fleuves Niger et Congo, ils nous ont colonisés.
Ce qu'ils font aujourd'hui, on prend quelqu'un, on pousse son frère contre lui, on l'arme, il va les tuer, après lui aussi on l'élimine. C'est comme ça qu'ils ont tué tous les chefs. C'est le même système aujourd'hui. On voit un président africain, on lui dit, bon, pour consolider ton pouvoir, vraiment il faut être avec nous. Et on se sert de toi pour combattre les autres. Mais quand on finit avec eux, ils vont se retourner contre toi. Ils ne disent jamais la vérité. Sous le couvert de la démocratie, on nous a amené la même chose. Vous savez que dans un pays africain, quand l'armée a fait des perquisitions chez un président dit démocratiquement élu, on a trouvé que lui, sa femme et ses enfants, ils ont tous des passeports français. Donc c'est des Français qui dirigeaient ce pays-là. Est-ce que vous savez que quand il y a eu quand Macron les a convoqués à Pau, les présidents africains du G5, ils étaient révoltés. Ils se sont retrouvés dans un pays africain, ils se sont entendus coup d'État, qui ne vont pas partir. Mais quand ils sont partis, c'est un d'entre eux qui a téléphoné à Macron, il a dit attention, ils ont dit qu'ils ne viennent pas. Après on les a appelés coup Bagaba, les menacés un à un. Après ils sont tous allés signer. C'est ça les Africains, il faut qu'on arrête ça. Un président qui devient un petit commis voyageur, il participe à vos réunions, après il téléphone aux Européens pour les informer. Mais on ne peut pas, c'est la même chose aujourd'hui qui sont en train de continuer. On cherche des gens dans nos pays, on cherche des gens en Afrique, on leur donne de l'argent, on leur donne le pouvoir et au nom de ça, ils sont prêts à déstabiliser leurs autres frères, détruire leur pays. Si vous ne comprenez pas ces éléments-là, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il faut avoir une lecture objective et historique. Celui qui ne connaît pas l'histoire, je l'ai déjà dit, il est appelé à répéter tout ce qui se fait aujourd'hui. Ils l'ont déjà fait. Ils mentent, ils cherchent une élite, on cherche des dirigeants. Élections soi-disant démocratiquement élues, on fraude, on prend 1000 personnes, on les donne de l'argent, leur famille, ils voyagent, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vous ai dit que notre armée, en 7 mois, on l'a équipée plus que les 20 dernières années. Mais pendant les 20 dernières années, on disait que le Mali c'était le modèle de démocratie dans le monde. Pendant ce moment, on avait perdu notre pays. Des individus faisaient ce qu'ils voulaient. Ils venaient dans les bureaux, ils sont comme des pachas, ils rentrent chez le président sans rendez-vous. Un ministre, quand ils ne veulent pas de toi, on t'enlève. Mais ça, c'est quel genre de pays? C'est à ça que la rectification de la transition a demandé à mettre fin. Et c'est pour cela que la manifestation du 14 janvier 2024, il faut que vous en soyez fiers. Le destin de l'Afrique s'est joué ce jour-là. Vous savez, quand j'ai quitté New York le 25 septembre 2021, en rentrant à Bamako, j'ai passé par Paris. Le ministre des Affaires étrangères français m'a envoyé un ambassadeur, son adjoint qui s'occupe des questions africaines et du Moyen-Orient. Il est venu me baga avec des grosses phrases, vous n'aurez rien en Russie, vous n'aurez ceci. Quand il a fini, je lui ai dit, bon, je vais vous dire deux choses. Vous vous trompez d'époque, le colonialisme c'est terminé. Vous vous trompez de pays. Si vous regardez les archives, vos grands-parents ont mis 38 ans pour soumettre nos grands-parents par la force. Ce n'est pas n'importe quel pays. Troisièmement, les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, ce n'est pas ceux à qui vous étiez habitués. Nous n'avons pas besoin de votre caution, on a besoin de la caution du Mali. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit est-ce qu'il peut aller. J'ai dit vous pouvez partir. Et beaucoup d'Africains ne savent pas, au moment de la décolonisation, le Premier ministre français qui a organisé la décolonisation, comme les gens écrivent leur mémoire au moment de mourir, ils disent la vérité, c'est comme chez nous on dit, comment les gens minent à Befo, yani Ukasa, Uba Befo, ou Mindogo, Uba Befo. Il dit que pendant la décolonisation, ils ont donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient, la demandaient le moins, après avoir éliminé tous ceux qui demandaient l'indépendance avec intransigeance. Est-ce que vous avez bien compris? Ça veut dire que tous ceux qu'ils ont mis à la tête des États, là, c'est ceux qui étaient d'accord avec eux. Mais après, si tu n'es pas d'accord avec eux, on t'élimine. On te crée des problèmes. Lorsqu'on a transformé Serval en Barkhane,
le commandant en chef de Barkhane, le général Berthaud, je préfère le dire parce que moi je ne tourne pas, je vais tout droit. Il s'appelle le général Berthaud. Il a fait une revue des troupes militaires français qui sont venus pour Barkhane sur la base de Faye à Largeau, au Tchad. Quand il a fini, il leur dit ceci. Nous sommes venus ici il y a 100 ans. Nous sommes repartis il y a 60 ans. Nous sommes revenus maintenant pour 100 ans. Alors qu'on nous a dit que Barkhane c'est venu pour lutter contre le terrorisme. Vous voyez bien, même les Tchadiens ne savent pas ça. C'est pour cela, l'autre jour, j'ai dit que le président tchadien, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, ce qui s'est passé, mais il a fait preuve de patience stratégique. Ils ont pris qu'ils ont voulu le manipuler. Lorsqu'il a eu toutes les cartes à main, il les a sorties de chez lui. Parce qu'il a vu leur jeu. Il voulait l'affaiblir et le garder sous leurs mains tout le temps. Ce qui s'est passé chez eux l'autre jour, le président du Niger l'avait déjà subodoré dans son interview du 26, que les services secrets français sont en train de chercher à faire quelque chose contre un pays africain. On a même vu des gens dans les antennes en Occident qui disaient que maintenant il faut faire des opérations spéciales pour éliminer les dirigeants. Ou bien un moment, il y a un militaire français qui vient devant le Sénat, qui leur dit, écoutez, si vous voyez qu'au Niger et au Mali et au Burkina, ils sont contre nous, c'est parce qu'il y a longtemps que nous ne donnons pas des bourses aux militaires africains. Séance tenante, ils ont donné 40 bourses, 30 pour 3 pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas citer pour les raisons que vous comprenez. 10 pour chaque pays et 10 pour un pays d'Afrique. Donc pour eux, les Africains là ne sont pas capables de réfléchir. Il faut envoyer des militaires pour les manipuler le cerveau. Si vous ne comprenez pas ces facteurs-là, les gens qui sont dans les réseaux des politiciens véreux qui écrivent des articles pour tromper les gens pour devenir président et vendre notre pays, ils vont tromper. Ils ont des discours spécieux. Quand on les suit, il faut des galons de nous. Il va lui-même, on va les manipuler, après on va lui dire que bonbon de Mogo Dala, Kamogo trompé. Donc vraiment, je voudrais vous dire d'être fiers de ce que vous avez fait le 14 janvier. Le Mali doit être fier. Les forces armées, je l'ai dit, elles nous ont restitué notre dignité, notre honneur et la souveraineté du Mali. Rien ne doit vous amener à minimiser le rôle de l'armée. Rien ne doit vous amener à vous laisser tromper par ces discours spécieux qui viennent de l'extérieur pour démoraliser notre peuple. Rien ne doit vous amener à la remise en cause fondamentale. Quand je dis fondamentale, les revendications autour desquelles le peuple s'est mobilisé. Rien ne doit vous amener à les remettre en cause. Parce qu'il y a des amis, des gens qui ont maudit la transition par tous les mois. Maintenant qu'ils n'ont pas pu, ils sont devenus des amis et certains d'entre vous sont écartés. La colère ne doit pas vous guider. L'avenir du Mali, c'est dans vos mains. C'est dans les mains des Maliens qui comprennent. Et ceux qui comprennent ont le devoir d'expliquer aux autres pour éviter la manipulation. Pour le reste, ouvrez les bras à tout le monde. Ceux qui ne croyaient pas qu'on va vaincre, parce que l'échec est orpheline, la victoire a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup qui étaient contre nous, mais quand on a pris Kidal, ils ont dit vraiment, maintenant là, le gouvernement peut aller. Mais dès que les attentats terroristes ont commencé dans le pays, ils ont commencé à dire, ah oui, rien ne va, regardez, la sécurité ne va pas. N'écoutez personne. Il faut tenir. Dans quelques années, on n'en parlera plus. Le terrorisme dans les années 90, c'était en Russie. Dans les métros, dans les écoles, dans les théâtres, dans les bus, dans les rues. Est-ce qu'on a dit à la Russie d'aller négocier? Aux États-Unis, on leur a dit d'aller négocier. En France, on a dit, quand les terroristes font des attentats là, mais ils les frappent, ils les tuent. Mais pourquoi chez nous, on vient inoculer ce virus du défaitisme là?
qu'il faut négocier, et puis on nous balade, on divise notre pays, des générations passent, les nouveaux viennent, on trompe tout le monde, on vous amène dans des hôtels, on vous donne de l'argent, votre enfant, on lui donne des bourses, on vous amène dans leur pays, ils manipulent les élections pour faire de vous président, et vous vendez votre pays. Il faut refuser cela. Et c'est le 14 janvier 2022 que le peuple malien a dit que ça ne se fera pas. Et le destin de l'Afrique, du Mali, de la transition et de l'Afrique, c'était juste ce jour-là. Merci beaucoup.